Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce lundi, affaire Madinatoul Salam, le procureur a requis les travaux forcés à perpétuité contre Cheikh Béthio Thioune et ses 17 co-accusés. Un mandat d'arrêt est aussi réclamé par le procureur contre le guide des Tiantakoun. Plus de détails dans ce journal. Catastrophe aux Almadies. Un carreleur chute du 5e étage d'un bâtiment en chantier 4 jours après qu'un autre ouvrier a retrouvé sous les décombres d'un bâtiment à Pékin. Reportage à suivre. Yarar retour sur les lieux du drame. Dans la nuit du vendredi au samedi, des agresseurs ont tranché la carotide d'un jeune pêcheur pour une histoire de portable. Sa famille est encore en sanglots. Et puis, futurs pèlerins, attention aux arnaques. Toutes les agences de voyage ne sont pas autorisées par l'État à convoyer des pèlerins. La délégation au pèlerinage tire la sonnette d'alarme. Luc André Diouf, premier Sénégalais à faire son entrée au Cortés. Le Parlement espagnol, dans un contexte où l'extrême droite gagne de plus en plus de terrain en Europe, Luc est entré dans l'histoire de la politique ibérique. Son portrait est à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Les travaux forcés à perpétuité contre Cheikh Béthio Thioune et ses 17 co-accusés en mandat d'arrêt contre le guide des Tiantakoun, c'est le réquisitoire du procureur dans l'affaire des meurtres de Madinatoul Salam. Youssou Diallo condamne également les 3 Tiantakoun en liberté provisoire à une peine de 10 ans de travaux forcés. L'audience va reprendre demain avec la plaidoirie de la défense. La partie civile a plaidé ce matin. Elle demande une peine capitale pour Cheikh Béthio Thioune et ses co-accusés. Elle demande également 3 milliards de francs CFA pour les familles des victimes. Maître Hassim Touré. Les héritiers de Barasson et les héritiers de Ababakar Diagne, aucun montant, si important soit-il, ne peut réparer le préjudice qui a été causé à leur famille, à leurs héritiers, à leurs ayants droit. Il y a eu un précium doloris. Il ne faut pas oublier qu'Ababakar Diagne a été enterré vivant. C'était atroce. Barasson a été torturé, sauvagement agressé. C'était douloureux, c'était atroce. En tant que leur porte-voix, j'ai demandé à ce que les accusés soient condamnés à leur payer in solidium, c'est-à-dire solidairement, la somme de 3 milliards de francs CFA. Et j'ai dit dans mon propos, dans ma plaidoirie, que lorsque l'une des distinguées épouses de Cheikh Béthio Thioune a dit que Cheikh Béthio Thioune c'est Cheikh Ahmed Bamba, je dis que là c'est allé trop. Cheikh Béthio Thioune n'est pas Cheikh Ahmed Bamba. Cheikh Ahmed Bamba n'est pas Cheikh Béthio Thioune. Cheikh Ahmed Bamba est dans un autre degré, beaucoup plus élevé, beaucoup plus spirituel. Et j'ai dit que c'est une offense à la communauté mouride. C'est une offense à Cheikh Ahmed Bamba. Cheikh Ahmed Bamba n'est pas Cheikh Béthio Thioune, quel que soit le respect et la considération que j'ai pour Cheikh Béthio Thioune. Cheikh Béthio Thioune n'est pas Cheikh Bamba. Tragédie aux Almadies. Un carreleur a chuté du 5e étage d'un bâtiment en chantier. La fausse manip de la machine monte-charge lui a été fatale. Il est mort sur le coup. Aminata Mbarisso. Cet immeuble en construction, lieu du drame. Un carreleur appelé Sega est tombé du 5e étage. Il manipulait cette machine appelée monte-charge. Les choses sont allées très vite. Sega, c'est-à-dire la victime, était en train de manipuler la machine pour faire monter du sable. Comme vous le voyez, la machine est tombée, emportant avec elle le carreleur. Sur le lieu de la chute, son ami carreleur est sous le choc. Impossible de lui tirer des mots. Sega est décédé sur le coup du fait de la violence et de la rapidité de la chute. Sa tête est tombée sur des pierres. Les faits ont eu lieu aux Almadies, une énième victime dans un chantier en construction. La rapidité de la chute et la violence du coup n'a laissé aucune chance à la victime. Elle est tombée et morte sur le coup. Et puis retour sur la mort de ce jeune pêcheur à Yarar, Daouda Diouf, poignardé par une bande d'agresseurs dans la nuit du vendredi au samedi. Devant le refus de Daouda de donner tout bonnement son téléphone portable, les agresseurs lui ont planté un couteau dans le cou. Voyons tout cela avec Cher Diop. C'est toujours le choc
chez les Diouf, 112 heures après l'assassinat de membres de cette famille. Daouda Diouf, qu'on l'appelait affectueusement Papa Diane, a été poignardé à mort par des malfaiteurs. Sa grand-mère maternelle retrace le film d'un crime odieux. On était en train de dormir et il était seul dans la cour. Ses 3 cousins qui revenaient du centre socio-culturel sont tombés sur 4 personnes. Ces dernières voulaient confisquer leur téléphone. C'est en ce moment que Daouda Diouf est venu. La mère de la victime réclame justice pour son défunt fils. La gendarmerie est venue et est allée à la recherche des malfaiteurs. Certains habitent à Waloga, d'autres au marché Boumak. J'ai même entendu que 2 des malfaiteurs sont des frères. Moi, je veux que l'enquête aille jusqu'au bout. Le pêcheur de 19 ans, tué par une banale histoire de téléphone portable, était un soutien de famille. Il était calme et respectueux. Il me donnait tous les jours ma dépense quotidienne. Franchement, il me soutenait. 2 des 4 présumés auteurs du crime sont interpellés et placés en garde à vue à la gendarmerie de Anne. Les 2 autres suspects sont activement recherchés par les Pandores. Merci, Cheikh. Encore un incendie, cette fois à Kayar, 7 maisons calcinées par les flammes dans le quartier de Tantiof. Les sinistrés appellent à l'aide. Cher Anta Diop. Des briques noircies, des armoires remplies de vêtements et d'accessoires complètement calcinés, ainsi que les matelas et les lits. Tantiof, ce quartier de Kayar n'est plus qu'un champ de ruines après l'incendie qui s'est produit. Il y avait un incendie qui a ravagé ce site-là. C'était un site de recasement que l'honorable député Mendiaseka avait donné à ces populations-là parce qu'ils étaient envahis par la mer et les habitations étaient parties en mer. Et aussi, ils les avaient relogés ici en attendant de trouver une solution. Maintenant, comme on le voit ici, il y a déjà 7 maisons qui sont là, il y a 2 autres qui sont là-bas et ça fait 9 maisons qui sont brûlées et les flammes ont tout apporté. Les visages déprimés par la psychose, les victimes déplorent cette situation. Tous nos bagages ont été emportés par les flammes. Il ne nous reste plus rien. Nous demandons au président Macky Sall de nous venir en aide. Le maire de Kayar a profité de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de l'État pour la prise en charge des populations sinistrées. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que l'État nous libère les terres qui sont une bande de filao qui est derrière, c'est-à-dire un bois de village d'une trentaine d'hectares que le honorable député Ndiaseka avait déjà fait l'élever pour nous permettre vraiment d'avoir un site de recasement de ces populations-là. Parce que l'avancée de la mer, c'est irréversible. Parce que cette année, pratiquement, ça fait d'une avancée de plus de 500 mètres et ça continue à avancer jusqu'à présent. Une grande salle dénommée Maison de l'Espoir a été aménagée par la mairie de Kayar pour y reloger les sinistrés. Peur panique ce matin au centre de Dakar. Une valise suspecte a semé la terreur aux abords de l'hôtel de ville. Le cœur de la ville a été longtemps sécurisé avant la destruction de la valise par la force d'élite de la police. Mambiram Diouf. Une fausse alerte, un colis suspect en plein centre-ville, ici aux abords de la mairie de Dakar. Vers 8h30, l'intervention de la police scientifique, la brigade d'intervention et les sapeurs-pompiers a finalement permis de dévoiler les secrets de ce que contenait réellement la valise bleue abandonnée par un kidam. Décision donnée à la police de la faire exploser. Plus de peur que de mal. Pour une intervention qui aura duré moins de 2 heures. Des habits trouvés à l'intérieur de la valise, rien d'alarmant, rassure le commissaire central de Dakar. Ouf de soulagement donc, après la panique et l'immobilisation de la circulation dans les environs suite au périmètre de sécurité qui a été érigé. L'enquête ouverte en dira plus. Merci Mambiram. L'affaire a bloqué presque toute la matinée le centre-ville, au détriment du petit commerce et de la circulation des riverains. Les populations interrogées saluent tout de même le professionnalisme de la police et les sapeurs-pompiers. D'habitude, je m'installais ici, mais ce matin, on nous a interdit d'accéder à ces lieux parce que la valise se trouvait ici même. Ça m'a pris beaucoup de temps que je n'ai pas pu vendre tous mes produits. Je n'ai jamais vu ça, mais bon, je me remets à Dieu. On peut dire que c'est grave puisque ce qui n'a jamais été eu lieu,
dans ces paroisses, si on le voit ou on l'entend, ça comptera un peu peu. Mais au final, nous avons aussi que la sécurité a pu tenir compte. Nous avons dit aux clients d'attendre jusqu'à ce que la situation soit décantée, qu'on puisse continuer le boulot. La police avait barré l'allée là et cette allée là. Donc ce qui veut dire ça nous a bien arrangé, la sécurité, ça s'est bien passé. Après l'opération, un individu a réclamé cette valise. Selon lui, il l'aurait laissée au centre culturel français. Sans aucune précision, l'homme a été interpellé et transféré au commissariat du Plateau pour la suite de l'enquête. La délégation au pèlerinage alerte les futurs pèlerins sur les arnaques des faussaires. Faites bien attention avant de donner votre argent à une agence non autorisée par l'État. Mieux, vous pouvez même vous-même vérifier l'existence de cette agence dans les listes des agences autorisées par l'État du Sénégal à convoyer des pèlerins. Voyons tout cela avec le porte-parole de la délégation, Abdouaziz Mbaye. Il y a des faussaires parce que la délégation a été informée que des personnes ou des organisations non autorisées à organiser le pèlerinage s'évertuent à inscrire des pèlerins pour le pèlerinage à la Mecque, ce qui est contraire à la loi. On invite les voyagistes privés, les pèlerins, on invite les pèlerins à contacter la liste affichée au niveau du service, c'est-à-dire au niveau de la plateforme, et au niveau du siège de la délégation au pèlerinage, pour se renseigner davantage sur les organisations privées autorisées à faire voyager les pèlerins. Je rappelle, au cours du conseil interministériel, le Premier ministre avait donné l'ordre à la délégation de rationaliser, mais aussi de contrôler, mais inviter aussi les privés à se conformer avant de fixer un prix et de proposer leur offre à la délégation pour validation. Oui. Le package du gouvernement s'élève à 2 600 000. Maintenant, le privé, comme son nom l'indique, est quelqu'un qui propose des services. Et ces services-là, calculés, qui font monter le prix à 3 millions, 3 100 000, 3 200 000 et 3 300 000. Le quota du Sénégal s'élève à 12 860 pèlerins que le Sénégal doit convoyer. La délégation au pèlerinage a 1860 pèlerins à convoyer. Et puis commencez à bien savourer votre petit déjeuner et déjeuner. Le compte à rebours a commencé. Le Ramadan devrait débuter lundi prochain selon l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Ils annoncent l'apparition de la Lune pour le dimanche prochain. Suivons les explications de Maram Kairé. Si le ciel est dégagé et qu'il n'y a pas d'obstruction de nuages ou qu'on est dans un endroit avec une forte pollution ou autre, le dimanche 5, on peut voir le croissant jusqu'à 20h07. Au-delà de 20h07, considérez que la Lune est déjà couchée. Alors, il y a une chose, c'est que le croissant de ce jour-là sera assez faible. Donc, il faut vraiment des conditions d'observation très claires, que le ciel soit bien propre pour pouvoir l'observer. Mais c'est possible qu'on puisse voir le croissant le dimanche 5. L'autre aspect, c'est de dire aux populations qui vont chercher le croissant que s'ils attendent le lundi 6, pour voir le croissant, c'est un croissant qui va rester dans le ciel jusqu'à 21h. Et ça, c'est important. C'est ce qui amène souvent en fait le fait que quand le croissant apparaît, que les gens disent que ça, c'est un croissant de 2 jours. Nous, notre rôle, c'est d'éviter des erreurs. Qu'on dise, par exemple, qu'on l'a vu le samedi 4 alors que la Lune n'était pas encore née. Ou qu'on dise, on a attendu le lundi 6, par exemple, pour voir et que ce soit une Lune de 1 jour et 20 heures. Vous voyez, quand la Lune est née le samedi à 22h, le dimanche à 22h, ça fait déjà 1 jour. Vous dites que vous ne l'avez pas vu, vous attendez le lundi pour le voir et commencez à jeûner le mardi, vous avez déjà 48 heures de retard. Voilà les précisions de Maram Kairé avant la réunion de la Commission nationale prochainement. La sortie de Salif Sadio est un non-événement, c'est l'avis du collectif des cadres casamançais. Il ajoute que Salif est désormais un homme seul avec le départ de Yaya Jammeh, l'ex-homme fort de Bandioul. Écoutons Moussa Sissé, il est le secrétaire général des cadres casamançais. Il était l'invité du Trésor. Pour nous, c'est un non-événement. C'est un non-événement dans la mesure où il n'a fait que confirmer ce qu'il a toujours défendu, c'est-à-dire la position indépendantiste de la Casamance. Et je crois que ça nous laisse indifférents. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut que Salif Sadio comprenne que la paix en Casamance est irréversible.
que les populations de la Casamance ne veulent pas de l'indépendance de la Casamance, que les Sénégalais ne veulent pas de l'indépendance. Maintenant, s'il persiste dans sa position, maintenant c'est à lui d'assumer les conséquences. On a beaucoup de choses à lui reprocher à lui, Salif Sadio, lui qui à chaque fois cherche à mettre l'huile sur le feu. Il n'a plus d'alliés de ce point de vue et il est isolé. Et je crois que c'est ça la réalité. Aujourd'hui, le président Macky Sall et le président Barrow sont en phase pour relever les défis du développement de la Casamance et de la Gambie, également de la sous-région. Il est complètement affaibli. Il cherche maintenant des portes de sortie. Et puis faut-il voir un micmac du président Macky Sall derrière le départ de Moussa Bocar Thiam du Parti socialiste? Macky Sall ne rate pas une occasion de fragiliser ses alliés pour solidifier l'hégémonie de son parti APR. C'est l'avis de quelques spécialistes. Et puis quel accueil pour le maire de Ourossogui au sein de l'APR, puisqu'il est d'ores et déjà la cible de certains tirs de barrage émanant de quelques cadres de l'APR. Pape Faragning. La démission de Moussa Bocar Thiam du Parti socialiste, qui veut déposer ses baluchons à l'APR, deux partis alliés, Abdourahmane Ndiaye estime que c'est dans l'ordre normal des choses pour tout parti politique qui a des ambitions, même si l'éthique l'interdit. Vous savez, la pratique politique au Sénégal n'est pas très éthique, ni esthétique. Mais même si politique, éthique et esthétique riment bien en littérature, en poésie, personne n'a juridiquement les moyens de l'empêcher de venir à l'APR. Mais du point de vue éthique ou esthétique, ce n'est pas très joli qu'un des partis de la coalition en affaiblisse d'autres. Cela peut être extrêmement mal lu. Pour Momar Diong, cela peut fragiliser les relations entre Macky Sall et ses alliés. L'analyste politique est en phase avec Moustapha Diakhaté sur cette question. Pour asseoir son hégémonie sur ces partis qui sont plus vieux que l'APR, Macky Sall a besoin un peu de les fragiliser pour pouvoir les contrôler et pour que ces partis-là ne puissent pas être tentés par l'idée de vouloir asseoir quelque domination que ce soit sur l'APR. D'ailleurs, aujourd'hui, aucun de ses alliés n'est sorti indemne de l'alliance dans Benno Bokk Yakaar. Concernant l'avenir de la coalition Benno Bokk Yakaar, si Momar Diong prédit une dislocation, Abdourahmane Ndiaye lui soutient le contraire. Depuis le départ, il n'y avait pas un mois, une échéance, une semaine où on n'avait pas dit c'est le clash, c'est la fin de Benno Bokk Yakaar. Parce que les gens regardent aujourd'hui avec les lunettes d'hier. La mairie de Kaffrine est contrôlée par Abdoulaye Wilane. Or, tout le monde sait que la direction générale du COUD est un instrument politique qui peut permettre à un responsable d'asseoir son hégémonie dans une localité. Avec cet acte que vient de poser Moussa Bocar Thiam au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, cela risque de créer un malaise au sein de la plus longue coalition présidentielle au Sénégal. Merci beaucoup Pape Farah. Et puis alerte au diabète et à l'hypertension à Diamaguène. Une journée de consultation gratuite organisée par le collectif pour le développement de Diamaguène a permis de diagnostiquer ces cas inquiétants. Écoutons Alioune Badara Fall, membre de ce collectif. Organiser une consultation gratuite ici, vraiment la population en a besoin. Parce que connaissant Diamaguène, nous savons que c'est une commune où il y a beaucoup d'insalubrité. Organiser aujourd'hui une consultation gratuite pour aider ceux qui n'ont pas les moyens pour aller vers des hôpitaux qui sont un peu aussi chers pour eux. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. Donc, la pédiatrie, il y a la pédiatrie, il y a des gynécos, il y a aussi une consultation générale. Parce que ici, dans cette poste de santé, on constate chaque année beaucoup de cas de paludisme. Donc en quelque sorte, c'est une sorte d'anticipation. Connaissant Diamaguène, c'est une zone où les inondations, bon, il y en a chaque année pratiquement. Et puis, comme on le dit en Wolof, absolument. Un Sénégalais va siéger au Cortés, c'est le Parlement espagnol. D'origine sénégalaise, Luc André Diouf s'est longtemps illustré dans le mouvement syndical en Espagne. Il est entré au Cortés sous la bannière des socialistes. Alassane Ba. En dehors de mon background, ici, sincèrement parlant, je suis une personne respectée. Un homme respecté en Espagne par les Africains mais aussi par les Espagnols.
Dans ce documentaire enregistré par Mam Fatundoy de la TFM lors des journées culturelles de Las Palmas il y a presque 3 ans, l'homme révélait qu'il avait refusé l'offre du Parti socialiste espagnol de s'engager en politique. Cette année-ci, durant ces dernières élections, ils ont voulu que j'aille dans la liste du Cabildo, qui peut être l'équivalent au niveau du Sénégal du département, dans la liste du Parti socialiste. Mais j'ai préféré ne pas entrer en politique parce qu'il y a longtemps que les gens sont derrière moi pour que je puisse participer. Mais je ne veux pas, moi je suis serrère, je suis dans le social. Dans le social, finalement, il rejoint le Parti socialiste ouvrier en 2016 et devient secrétaire fédéral politique des réfugiés du PSOE. Son engagement aux côtés de ces réfugiés vient de porter ses fruits. Luc rentre dans l'histoire. Premier député noir élu en Espagne, fier de ses origines malgré les 27 années passées à l'étranger. Dior est devenu une référence dans le mouvement syndical. Né en 1965 à Joal, Sénégal, Luc André Diouf a vécu des années sans papier. Aujourd'hui intégré, Luc a toujours défendu l'idée de participer au développement de son pays d'accueil. En tant que citoyen sénégalais résidant en Espagne, nous devons aussi faire l'effort de participer au développement de ce pays qui nous a accueillis. Et cette participation passe par la cotisation à la sécurité sociale, au boulot et aussi aux dépenses journalières qu'on a. Une tâche qui va devenir facile avec sa nouvelle fonction. Le Parlement, meilleur endroit pour se faire entendre. Luc aura la tâche facile, il parle 6 langues. En Espagne, sincèrement parlant, je me plais. Je suis heureux aussi de réaliser des... Merci beaucoup Alassane. Et puis la fête du travail sera célébrée ce mercredi, mais la foire aux doléances a déjà commencé. La coordination des centrales syndicales mondiales tire la sonnette d'alarme sur le non-respect des accords et les licenciements abusifs. Ils ont fait face à la presse. Suivons Cheikh Alassane Sène, le porte-parole du jour. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'employeur ne signe plus des contrats à durée indéterminée, donc des contrats à durée déterminée pour ne plus en finir. Il y a aussi également le non-respect des accords signés entre le gouvernement et les organisations syndicales, surtout dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la justice et des collectivités locales, des pertes d'emplois. Donc nous exigeons à cette occasion la relance des entreprises en difficulté. La baisse conséquente des prix des denrées de première nécessité et services de consommation. La baisse de la fiscalité sur les salaires. Également la révision du système de rémunération des agents de l'État qui est complètement déréglé dans notre pays. Aujourd'hui, on octroie des indemnités à des gens, on ne peut pas dire que ce sont des ayants droit. Plusieurs rencontres ont eu lieu, des études ont été effectuées, mais malheureusement jusqu'à présent, il y a des problèmes par rapport à l'application. À 48 heures de la fête du travail, nous nous arrêtons sur le syndicalisme d'aujourd'hui, ses enjeux, ses missions. Le syndicalisme connaît beaucoup de difficultés comme la mutation et les problèmes d'adaptation, mais aussi et surtout le faible taux d'adhésion des travailleurs. Maïmouna Ndiaye. Avant la révolution industrielle, le syndicalisme se faisait de manière dynamique. Position et vision commune, une forme de lutte adaptée. Le mouvement syndical a connu 3 phases essentielles. La naissance du mouvement, caractérisé par la solidarité et l'émergence des sociétés de solidarité ouvrière qui sont les ancêtres du mouvement syndical. Ensuite, l'expansion du mouvement syndical avec la révolution industrielle qui a fait naître le mouvement syndical international et renforcé même le mouvement syndical dans son idéologie, mais également dans son organisation avec l'arrivée et le soutien d'intellectuels engagés. Avec la révolution dite 4.0, c'est la traversée du désert, tout change. Et ce qui était globalement notre mission est maintenant partagé avec des consomméristes, des associations de consomméristes qui revendiquent à peu près la même chose, une partie de notre mission, les associations des droits de l'homiste, certaines ONG, les altermondialistes. Alors, toutes ces formes d'organisation revendicative revendiquent au fond une partie de la mission du syndicalisme. Toutes choses qui font que nous devons réévaluer notre action. Un
mouvement éclaté où les travailleurs réfléchissent 1000 fois avant de se syndiquer. Cette forme justement d'employabilité aujourd'hui nous pousse aujourd'hui à approfondir nos réflexions par rapport justement à la syndicalisation. Qui se syndique? C'est le travailleur. Le travailleur, dans quel contexte et dans quelles conditions? Si aujourd'hui les entreprises, par rapport justement aux difficultés qu'encourent, n'est-ce pas, et employeurs comme travailleurs, il y a difficulté. Le deuxième aspect, c'est quoi? Pour justement se syndiquer, il faut être travailleur et régulièrement, n'est-ce pas, compétitif dans une entreprise. Sous cet angle, effectivement, des difficultés se posent. Le système de rémunération, une autre équation. Souvent, nous crions parce que nos salaires, on les voit au rabais quand la personne a la compétence qu'on lui donne, qu'on lui permet quand même de faire valoir ces compétences-là, surtout sans discrimination. Avec la révision des textes, moins de rapports de force, ces syndicalistes peuvent penser à de lendemains meilleurs. Merci Maïmouna. M'accordez-vous cette danse, célébration ce lundi de la journée internationale de la danse? Danseurs, chorégraphes et acteurs culturels se sont retrouvés au centre culturel Blaise Senghor pour fêter, danser la journée. Mamadou Lamine Ndiaye y a esquissé quelques pas de danse. Du rythme, des mouvements, un ensemble de cordes accompagné de sonorités, danseurs, chorégraphes et batteurs rendent hommage au 6e art. La journée internationale, une opportunité pour s'exprimer. Cette année, le 29 avril, est fêtée à travers le monde la danse. La danse est fêtée pas seulement par les acteurs professionnels, mais par toute la communauté, les populations. On n'a que cette journée pour échanger avec le ministre et lui soumettre nos doléances. Cette journée nous permet aussi de regrouper les artistes et de la célébrer dignement. Au Sénégal, la danse fait vivre son nom. D'après nos interlocuteurs, elle nécessite tout de même un accompagnement dans la formation. Il y avait une école au nom de Moudra. Depuis qu'elle est fermée, le niveau de la danse est en baisse. Il n'y a plus de formateurs. La plupart sont à l'extérieur. Il faudrait aussi que la population s'imprègne davantage, change aussi cette mentalité qui est de considérer la danse comme un danseur, par exemple, comme quelqu'un qui n'a rien à faire dans la vie, ou bien quelqu'un qui s'amuse. Non, la danse peut être un travail. C'est un travail pour certains, ils y gagnent leur vie. Nous essayons de conscientiser davantage la population pour donner un certain regard aux danseurs et leur donner le respect qu'ils méritent. En 6e position dans la classification des arts, la danse est l'expression aussi de toute une culture à travers des mouvements et des formes. À 3 journées de la fin du championnat, ils peuvent pousser la chansonnette. On est champion, on est champion. Génération Foot, sacré champion du Sénégal grâce à leur victoire contre le Stade de Mbour ce week-end, 3-0. Un travail sérieux et rigoureux s'exclame la direction du club. Mamadou Fall. Sacré championne de la Ligue 1 sénégalaise à 3 journées de la fin, Génération Foot a bien dominé ses adversaires cette saison. Une domination acquise grâce à un travail rigoureux. C'est une bonne organisation et c'est une méthode de travail aussi. Je pense quand même que le président Madi Touré, en créant Génération Foot, on avait au moins une feuille de route qui était déjà en place. Je pense que cette consécration avant la fin du championnat de Génération Foot ne surprend personne parce que c'est l'équipe la plus régulière du championnat. Ça a toujours été le cas toutes les saisons. Cette année encore, on l'a vu, une équipe invaincue. Ils ont juste perdu en Coupe du Sénégal face à l'UGB. Un objectif bien atteint. Maintenant, d'autres défis sont à relever. Génération Foot est en train d'avancer, à pas feutrer quand même, quoi qu'on puisse dire, mais aussi en se fixant des objectifs qui sont atteignables. Parce que dire aujourd'hui, avec les installations, les infrastructures qu'on a, dont on dispose, on ne peut pas se permettre de ne pas gagner un titre quand même chaque année. Quelle que soit la qualité des joueurs qui seront là-bas, on a un staff technique quand même assez outillé, assez expérimenté, des dirigeants aussi qui s'y connaissent plus ou moins. Et donc, je pense quand même qu'on peut prétendre au moins à gagner un titre tous les ans. Mais le club de Denis Biramdao pêche en compétition africaine, puisque l'enjeu financier prend le dessus.
On ne peut pas retenir un joueur aujourd'hui qui a la possibilité d'avoir 6 000 € ou 7 000 € de salaire, alors qu'il dispose d'ici à Dakar de 600, même pas 600 000 ou 500 000 ou 300 000 parfois. Donc, le choix est vite fait. Chaque année, les meilleurs partent à Metz. Souvent, ce sont les attaquants. On a vu Diandia et Sabali qui sont partis et qui ont été des joueurs de national. Moi, j'aurais choisi qu'ils restent, par exemple, à Génération Foot, qui continuent à progresser et qu'ils puissent apporter quelque chose lors des compétitions africaines. 2 fois champions du Sénégal en l'espace de 3 ans dans l'élite, les Grenats veulent imprimer leur marque dans le football sénégalais. Voilà, Génération Foot toujours invincible en championnat. Et puis football toujours avec la Ligue européenne des champions au programme ce mardi, Tottenham-Ajax, suivi de Barcelone-Liverpool de Sadio Mané, des matchs alléchants en perspective. Serge Sadibou Diarra. Pas facile de faire des pronostics sur les demi-finales allées de la Ligue européenne des champions 2018-2019. Le Tottenham-Ajax Amsterdam de ce mardi met aux prises 2 équipes capables de marquer dans n'importe quel stade. On peut avoir droit à beaucoup de buts, on l'espère bien. Déjà, Tottenham en avait donné un avant-goût contre City, un match qui s'est terminé avec un large score de 4-3. Ajax également, c'est une équipe qui est portée vers l'offensive, qui attaque à tout bout de champ. Au vu des performances précédentes, je mettrai une pièce sur l'Ajax. C'est une équipe qui a sorti et le Real et la Juve. FC Barcelone-Liverpool de mercredi est attendu par les Sénégalais. Moussa Ouagué et Sadio Mané, 2 lions de la Teranga, vont en découdre. Blaugrana et Reds détiennent chacun de leur côté des atouts pour s'en sortir. Firmino, Salah, Sadio Mané à Liverpool, Coutinho, Suarez et Messi, surtout Messi, donc du côté du Barça. Il faut s'attendre à un match où il y aura des buts. Liverpool est en course encore pour remporter le titre de champion d'Angleterre. Barça est champion d'Espagne, donc focalisé totalement sur cette Ligue des champions. Malgré tout, je crois que Liverpool a quand même la capacité de sortir l'FC Barcelone, qui a des problèmes en défense, on le sait, avec Piqué, qui ne rassure pas trop. En attaque aussi, Suarez ne fait pas sa meilleure saison. Donc, mais il y a Messi. Affiche alléchante, Tottenham, Ajax et FC Barcelone-Liverpool vont garder en haleine les férus du football pendant 2 semaines. Les profils de ces formations poussent à s'attendre à des régalades. Merci beaucoup, cher Sadibou. Plus d'actualités sportives un peu plus tard avec cher Tidiane Diao dans Sport à la Une. Et puis nous croisons les doigts pour Sadio Mané face à Lionel Messi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour le JT de 20h. À suivre également votre série du lundi, Wiri Wiri. Très bonne suite des programmes. À demain.